Bonjour tout le monde. Bon, qu'est-ce que vous dites du décor là? On n'est pas trop mal, non? Bon, petit bruit de la rivière en fond, je sais pas si vous entendez, moi oui. Oh, c'est super agréable, c'est à côté de chez moi, donc je me suis dit que c'était beaucoup mieux que dans un bureau enfermé, après tout. Et donc voilà, première vidéo pour expliquer un petit peu mon parcours. Pourquoi? Bon, je l'ai déjà expliqué, je pense, dans la première vidéo, mais voilà, l'idée c'est vraiment de placer un cadre concret, donc déjà de permettre aux gens qui me suivent, donc typiquement, si vous regardez les commentaires sur la première vidéo, il y a quelqu'un que je connais depuis une vingtaine d'années qui ne connaît pas vraiment mon parcours, et c'est pas le seul. Et souvent on me pose la question, donc c'est le moment de pouvoir le faire clairement, librement, surtout, ça c'est important. Et alors il y a des détails que je donnerai pas forcément, j'ai pas besoin de rentrer dans tous les détails non plus, ça sert à rien, puis il faut bien en garder sous le coude, hein. Mais il y aura des petites anecdotes, des trucs comme ça. Voilà, l'idée c'est vraiment de placer le cadre, de vraiment expliquer mon parcours. Sans réel filtre, quoi, voilà. Donc oui, je vais commencer. Je me suis fixé une limite d'à peu près une dizaine de minutes pour la vidéo, parce que je veux pas faire ça trop long. C'est chiant en fait d'entendre quelqu'un raconter sa life pendant 20 minutes. Bon, ok, c'est fantastique, mais bon, c'est quand qu'il y a du croustillant, quoi, voilà. C'est quand que ça bouge. Bon, ben là, l'idée en fait, c'est de faire ça en mode une dizaine de minutes. Là, je viens déjà de cramer une minute. Bon, je vais reporter. Mais grosso modo, voilà, l'idée c'est de faire ça assez short, quitte à splitter l'histoire en plusieurs vidéos. Je pense deux maximum, mais parce que j'ai pas non plus une vie de fou furieux, et puis surtout, bah, j'ai pas encore fini ma vie, quoi. Donc il reste encore quelques chapitres à écrire. En tout cas, c'est le but, c'est l'ambition. Mais voilà, donc je vais commencer tranquillement, donc avec quelques petites anecdotes, mais surtout l'idée c'est de voir le cheminement complet en fait, et ça permettra peut-être à certains de comprendre qu'en fait il faut prendre son mal en patience, et que tout n'arrive pas comme ça en fait, et que des fois il faut travailler un peu en fait pour obtenir des choses. C'est pas ouais, mais si à 30 ans je roule pas en merco et je suis pas propriétaire d'une maison, j'ai raté ma vie. Ça marche pas comme ça en fait. À 30 ans, t'en es qu'au début, normalement en fait. Donc je vois beaucoup trop de gens qui pensent que tout leur est dû ou des choses comme ça, donc ça commence à me gonfler un peu, hein, pour être tout à fait honnête. Et donc je pense qu'il faut aussi leur faire comprendre que les parcours de vie, ça prend du temps. Voilà, ça se construit. Un parcours, ça se construit. Ça tombe pas du ciel, ça se construit. Surtout selon le point de départ. Donc moi, en fait, je commence. Donc, voilà. Donc moi, en fait, mes parents donc, ont divorcé quand j'avais 2 ans et demi à peu près. Donc autant dire que mes souvenirs de mes parents, ensemble en tout cas, il n'y en a qu'un seul, c'est une dispute qui m'a vraiment, vraiment marqué. Mais c'est le seul souvenir que j'ai de mes parents ensemble. Et maintenant, quand je les revois séparément, je me dis comment c'est possible qu'ils aient vécu ensemble d'ailleurs. Mais bon, soit, en tout cas c'est comme ça. Fils de divorcé, je veux dire, je suis pas une exception. Donc jusque-là, tout va bien. Donc après, ben voilà, ma mère a pas mal déménagé, donc moi, je suis le troisième d'une fratrie. Donc en fait, j'ai deux sœurs, plus grandes que moi. Et moi, je suis le petit dernier, voilà, celui qui a de la chance, mais elle a ou pas, pour le coup. Et donc, en fait, voilà, je suis parti avec une de mes sœurs chez ma mère, et notre sœur aînée est restée vivre avec mon père. Donc, mon père est resté sur Montpellier toute sa vie, et il y a encore, dans les environs en tout cas, côté du Pic Saint-Loup, pour ceux qui connaissent. Et donc, moi, je vivais justement dans ce coin-là avec ma mère, on a un peu bougé, tout ça, puis on a atterri dans le Gard, proche de Nîmes. Donc elle a posé définitivement ses valises dans un endroit en périphérie nîmoise, hein, on va dire. Pour ceux qui connaissent, c'était pas très loin de la Source Perrier. Et donc, donc en 87, on a atterri là-bas. Je suis né en 81, moi. D'ailleurs, le 31 août, bientôt mon anniversaire. Et donc, elle s'est posée là-bas en 87. En 88, bon déjà, on s'est posé là-bas. La personne avec qui elle vivait est décédée. Donc, premier choc, on va dire, elle construit une maison avec quelqu'un, elle refait sa vie, cette personne, un an après, décédée. Donc voilà, le dernier souvenir que j'ai de cette personne, c'est sur son lit de mort, et ma mère qui me demande d'aller l'embrasser, par respect pour lui en fait. Donc chose que évidemment j'ai fait, hein, mais c'était la première fois que j'étais en contact avec la mort. Alors ça n'a pas été la dernière, ça c'est sûr, mais voilà, ça a été la première fois, et donc c'est un truc qui me reste, dont je me rappelle, et avec le recul, je comprends le geste de ma mère, clairement. Mais sur le coup, étant gamin, ça me faisait un peu peur, quoi. Voilà. Y a pas... Ça fait partie de la vie. Voilà. Et donc, on s'est retrouvé dans la maison, seul, donc plus de revenus. Donc ma mère, en fait, n'ayant pas de qualification, etc., parce qu'elle est partie très tôt de la maison, bon, parcours un peu classique de personnes de cette génération-là, elle voulait fuir la maison, etc. Donc elle est partie à 17 ans, ou 16-17 ans, un truc comme ça.
Donc elle s'est mariée rapidement, etc. Donc bah, il a fallu qu'elle enchaîne les petits boulots, donc les saisonniers avec les fruits, etc., les ménages, s'occuper des personnes âgées, etc. Et donc moi avec ma sœur, bah, moi j'étais à l'école primaire à ce moment-là, ma sœur attaquait le collège. Et donc l'année suivante, en 88, pour ceux qui connaissent, le 3 octobre 1988, la région nîmoise s'est mangé un méchant épisode Cévenol. Alors il faut savoir qu'on était dans une zone où on a été inondé chaque année pendant mon enfance. C'est-à-dire que j'ai un rapport à l'inondation et à l'eau qui est très particulier, parce qu'en fait, chaque année, et j'exagère vraiment pas, donc ceux qui connaissent le savent, on se mange des épisodes Cévenol très souvent dans le sud, entre septembre et octobre. Épisode Cévenol, en gros, c'est les nuages qui remontent jusqu'aux Cévennes et qui redescendent du côté de la mer, en passant au-dessus de Nîmes, du bassin nîmois, qui se rechargent en eau, qui remontent, etc. Et donc en fait, vous avez un cercle comme ça, avec des gros orages qui tournent en rond au-dessus du coin. Autant vous dire que ça tombe des trombes et que ça déborde de partout. Donc il y a eu beaucoup de travaux qui ont été très bien faits d'ailleurs sur les bassins de rétention, etc., dans la région nîmoise pour contenir ces trucs-là. Mais nous, en attendant, bah, chaque année, dans des années, des fins des années 80 jusqu'à, bah, moi je suis parti, ouais, même en début des années 2000, hein, à Nîmes, on s'était mangé quand même des belles inondations. Mais rien à voir avec 88. Bref, 88, 2 mètres d'eau dans les maisons, un carnage, des morts, enfin bon, un bordel pas possible. Et donc on a bah, la maison en fait qui a été complètement noyée. Moi j'étais à l'école, ils venaient nous chercher, etc. Moi personne ne venait me chercher parce que ma mère bossait à Perpète et elle était bloquée par l'eau. Ma soeur était au collège. Ma soeur avait réussi à se faire ramener par des agriculteurs sur un tracteur. Moi j'étais bloqué à l'école, c'est des voisins qui sont venus me récupérer, enfin c'était un merdier. Et la maison, bah, du coup on a vécu dans une caravane dans la rue pendant plus d'1 an, voilà. Donc on avait fêté les anniversaires dedans d'ailleurs. Je sais pas si, d'ailleurs, il faut que je demande s'il y a des photos, bref. Et donc voilà, donc enfance comme ça. Après on est retourné dans la maison une fois que enfin les assurances avec la catastrophe naturelle et tout avaient fait le boulot. On est retourné dans la maison et moi petite vie comme ça, bon an mal an. Ma mère en fait s'était remise avec quelqu'un après entre temps. Qui était un peu solitaire, il faisait beaucoup de voyages mais en solo en fait, donc le gonze partait au Canada, en Russie, en Équateur, il est parti en Inde, il est parti à plein d'endroits mais tout seul. Voilà, c'était le concept d'une vie de couple un peu, voilà, mais qui a saoulé ma mère et qui a fini par mener une rupture évidemment. Mais moi, bon, j'étais gamin, je m'en foutais, moi c'était les copains et c'était voilà, aller jouer dehors, etc. L'avantage qu'on avait par rapport à la génération actuelle, c'est que nous, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de console de jeu. Ça, c'était quand même chouette, parce que du coup, ça nous permettait vraiment de vivre à l'extérieur. Bon, alors après, c'était cabane, les bagarres avec les copains, parce qu'en fait, c'était vraiment un endroit où c'était... on était dans un petit sort de lotissement, c'est un lotissement, mais avec beaucoup d'immigrés, en fait, tout ça. Donc tous mes copains, c'était des petits rebeux, donc des Marocains, Algériens, il y avait des Harkis, des Espagnols, etc. Et c'était souvent bagarre et tout, donc eux, ils avaient leurs frères et tout. Moi, j'avais qu'une sœur, et j'avais une mère qui voulait pas élever un fils dans une mentalité de oh là là, on m'a tapé, mais plutôt si on te frappe, tu rends les coups. Ça, c'était la mentalité de ma mère. C'était plutôt battante, hein, clairement. Une vie un peu dure, donc forcément, ça donne des gens comme ça. Et donc, ben voilà, moi j'ai grandi dans cette ambiance-là. Donc, les bastons, les petites histoires, machin, mais des trucs de gamin. Voilà. Mais il y a eu quand même, à un moment donné, quand on arrivait vers les 10 ans, des trucs où ça commençait quand même à taper bien, en fait. Hein. Voilà, c'était vraiment, ça commençait à devenir assez violent dans le quartier, on va dire. Mais rien de grave non plus. Voilà. Et ça, c'est duré comme ça jusque, ouais, on va dire les années collège où on a commencé. Il y en a certains qui ont commencé, du coup, bah, étant d'origine marocaine, etc., à fréquenter des mecs qui traînaient, qui tournaient un peu mal et tout ça. Donc ça a commencé un peu à tourner à ce moment-là. Mais pour le coup, ça allait encore. Entre-temps, du coup, ma mère avait de nouveau rencontré quelqu'un. Je sais pas rien. Donc moi, en tant que petit garçon j'avais 11 ans à ce moment-là, bah évidemment je faisais la gueule, je voulais pas, etc. Donc elle m'a dit, écoute, je te le fais rencontrer, en plus il a un fils qui a 19 ans, une fille qui en a 16, vous allez bien vous entendre, j'en suis sûr et tout. Ok, on va chez lui, il habitait en HLM, dans la banlieue d'Alès, et donc on va chez lui et tout, ça se passe super bien, le mec était fantastique en fait, il était génial, il m'a amené voir des matchs de foot, machin, il avait, c'était un Portugais, bon rien à voir, mais voilà, c'est factuel, c'était un Portugais, voilà. José, et donc du coup ouais, il était génial en fait, donc super. Donc ma mère très rapidement en fait a décidé de le faire venir et ils ont décidé de vivre ensemble évidemment dans la maison de ma mère, puisque c'est quand même mieux que l'appartement dégueulasse. Ok, il s'installe là et en fait ce que je savais pas, et c'est pour ça que c'est important quand même que j'en parle et que j'explique ce passage là, parce que c'est un passage qui a changé ma vie. Il décide rapidement du coup de se marier. Bon,
pas le gros mariage et tout ça, parce qu'elle était déjà divorcée, donc repasser à l'église, c'est un peu compliqué. Puis ma mère est pas là-dedans du tout. Donc voilà, elle est plus dans le mindset 68 hard en fait, donc c'est pas trop, ça colle pas trop avec ça. C'est plutôt la femme rebelle, machin, voilà. Bon bref, c'est pas trop, voilà. J'ai jamais trop kiffé ce côté-là, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, c'était son choix, et donc ils ont décidé de se marier. Donc moi, ils m'ont demandé ce que j'en pensais. Quand tu demandes ça à un gamin de 11 ans, à qui on donne des gâteaux, des machins, des trucs, bah, moi c'était fantastique, parce que quand j'étais gamin, avec ma mère qui avait pas de thunes, on va dire les choses, moi il n'y avait pas de Nutella à la maison ou je sais pas quoi, hein. Ça on oublie direct. Il y avait une télé, c'était dans la chambre de ma mère qui était fermée à clé, donc oublie la télé. Et ensuite les paquets de gâteaux, les trucs, mais que dalle. Moi c'était quand je rentrais de l'école ou même du collège, mon goûter, et en plus finalement je m'y étais fait, j'aimais bien. C'était le bol de lait UHT demi-écrémé en briques de merde là, avec le pain qui sortait du congélo, que je décongelais même pas, je le mangeais froid, parce qu'en fait il faisait quand même chaud, hein, à Nîmes très souvent, même si l'hiver, après voilà, mais ça me vient de là aussi, désolé je pars un peu dans tous les sens, ça me vient aussi de là le fait que ceux qui me connaissent savent que je mange tout froid, en fait, je suis capable de manger tout froid, un cassoulet, une choucroute, j'aime manger froid. Et en fait je prenais le pain congelé, je le trempais, alors je bombardais de cacao en poudre dégueulasse, la premier prix, qui se mélangeait pas au lait, donc boum, j'avais une bulle de chocolat en poudre au-dessus du bol de lait, je trempais mon pain, hop, je le ressortais, du coup avec le contact du lait ça commençait à se ramollir, et je bouffais ça parce que dessus le cacao se foutait. Donc pour moi c'était voilà, c'était mon goûter, voilà, le pain du congélo, la baguette à l'époque c'était en francs, franchement ça coûtait que dalle, c'était des trucs, elle coûtait 1 franc 50, un truc comme ça, dans des espèces de grandes surfaces discount. Pour ça que j'y fous plus les pieds en fait, parce que je me suis juré que si un jour je pouvais, je me ferais quand même plaisir là-dessus. Mais bon bref, en tout cas, c'était ça mon goûter. Donc en fait, quand le gars est arrivé, lui, il avait une situation, il était ouvrier, mais ouvrier, à l'époque quand même, tu t'en sortais pas trop mal, et surtout pour nous, vu ce qu'on avait avec ma mère qui faisait 2-3 ménages et tout, qui prenait 200 francs par-ci, 100 francs par-là, honnêtement, c'est déjà bien, quoi, voilà. Et donc, moi j'ai dit, ouais go, mariage, super, super, super. Et donc elle s'est mariée avec cet homme-là. Le jour du mariage, qui s'est fait en petit comité, j'ai un copain à moi, Ahmed, paix à son âme, qui est venu, que j'avais fait venir, parce que j'avais demandé est-ce qu'un copain peut venir, il m'a dit oui, Ahmed il peut venir. Ahmed qui, j'ai dit paix à son âme parce qu'il est décédé d'un cancer à 26 ans, donc ça a été une période un peu, voilà, un peu spéciale, j'y reviendrai. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que mes grands-parents sont venus, tout ça, et on avait prévu donc de faire la mairie. Et après la mairie, retour à la maison, petite fête et tout ça. Bon, je vais dépasser, je crois que je vais faire un quart d'heure, hein, parce que sinon on va pas avancer. Je parle trop. Désolé, je parle trop. Je le sais. Et donc, en fait, au retour de la mairie, changement complet du bonhomme. Moi, on rentre à la maison. Je m'en rappellerai toute ma vie, parce que là, en fait, ça a été le virage, ça a été un gros virage dans ma vie, ça. On rentre à la maison, devant tous les invités et tout ça. Et là, il faut imaginer le gamin, 11 ans et demi, quoi. Et là, j'ai un gars de 45 balais qui me prend, qui me plaque contre le mur et qui me dit écoute-moi bien. Alors je prends ces mots, hein. Écoute-moi bien, petit enculé. Ici maintenant, c'est chez moi. Donc j'ai regardé. Moi, je me disais mais il plaisante, il me fait. Non, non. En fait, le mec était très sérieux. Il me dit maintenant, ici c'est chez moi. Tu fais ce que je te dis. Et j'ai ok. Et il me relâche comme ça. Mes grands-parents voyant ça, on dit bon ben nous on rentre, hein, on va pas rester. Et tout le monde est. À partir de ce moment-là. Ma vie, elle a réellement changé parce que, typiquement, je crois que c'était le lendemain. Je rentre du collège avec mon petit sac, naïf, hein, je pose mon vélo, hop, je rentre à la maison. Moment où j'ouvre la porte, il s'était planqué derrière, et je vois juste un point arriver, bam, pleine fif, je me le prends dans la gueule, je me casse la gueule par terre, et là, il m'achève à coups de pied et tout ça, et je pars en courant dans ma chambre. Et en fait, là, ça a marqué le début d'un truc, c'est qu'en fait, le gars supportait pas, en fait, on était chez lui. Il avait décidé qu'il était chez un Bernard l'ermite, le gonze. Il avait décidé qu'il était chez lui, donc il frappait ma mère, alors là, évidemment. Voilà. Et puis moi, encore plus, en fait. Parce que comme j'avais quand même un peu le côté où j'ouvrais ma gueule, donc du coup, évidemment, ça lui plaisait pas. Et donc, en fait, il y a eu plusieurs fois comme ça, où, plusieurs fois, même c'était récurrent, clairement, où ça a tapé et tout ça. Je me rappelle une nuit où... son fils justement était venu me réveiller et tout ça parce que ça gueulait tout le temps, ça tapait tout le temps, donc moi je m'étais habitué, je fermais la porte de la chambre, j'avais des chats et je dormais avec mes chats. Et en fait ils étaient venus me réveiller parce que ma mère était dans la rue avec lui et lui avait mis un flingue en fait sur le front et menacé de lui mettre une balle. Et donc ils m'ont dit il faut que tu viennes, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Et donc j'y suis allé, je me suis interposé, je me suis mis entre le
flingue et le bonhomme, en disant à ma mère, si tu fais ça, je vais me retrouver seul. Je fais quoi? Je fais, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et donc, elle a baissé son arme et tout ça. Et quand elle est rentrée, évidemment, ben, il l'a enchaîné. Voilà, on va pas se mentir, il l'a enchaîné. Les gendarmes sont venus, etc. Donc, ça a été ça un peu l'ambiance quotidienne pendant un long moment, un très long moment, jusqu'au moment où bah, ça a débordé, évidemment. Et ma mère est partie à l'hôpital en urgence. Elle a déclenché une grosse crise d'asthme, elle était asthmatique. Et les coups et tout ça, bah, avec l'énervement et tout, c'était une nerveuse en plus. Donc elle n'arrivait plus à respirer, elle est partie en urgence. Et dans son lit, en fait, elle disait à ce mec-là, je compte sur toi pour t'occuper de mon fils, tout ça. Moi j'étais là, je suis ah non, non, tu dis pas ça, fais pas ça en fait, reste, tout ça. Et en fait, les pompiers l'ont embarqué. Et en fait, la réalité, c'est qu'entre les maisons de repos et tout, après derrière, il s'est passé un an. Évidemment, moi, j'allais pas rester avec ce bonhomme-là. C'était pas possible. Donc, bah, dès qu'il est revenu et tout ça, bon, bah, il s'est passé ce qui devait se passer. Et donc, je me suis retrouvé dehors. Donc, je suis parti chez des copains au départ. Puis ensuite, mon père a pris contact avec ses fameux copains, etc. Et mon père habitait toujours à Montpellier. Et en fait, il m'a placé chez une voisine, le temps pour lui de faire les démarches pour que j'aille chez lui. Jusque-là, tout va bien. Enfin, tout va bien. Déjà, le gamin commence à être un peu perturbé parce que promener à droite à gauche chez une voisine, ça commençait déjà à sentir un peu mauvais, quoi. Et chez la voisine qui était la maison d'à côté de chez ma mère. Donc, en fait, je voyais tous les jours l'autre connard, on va être poli quand même. Vraiment, je pèse mes mots, c'est dur. Je le voyais rentrer dans la maison de ma mère, en fait, tous les jours, et faire ce qu'il voulait. Il avait fait des travaux, le mec s'est éclaté, il était chez lui, quoi. Et moi je vivais chez les voisins, j'étais à droite à gauche, des fois chez des copains aussi, j'avais passé les jours de l'an chez des copains, voilà, je disais à mon père est-ce que je peux pas aller chez eux et tout, parce que chez la voisine je me faisais chier moi, une femme de 58 balais qui vivait seule parce que son mari était routier, enfin moi je m'emmerdais un peu quoi, donc de temps en temps j'allais et tout ça, et puis in fine, bah, mon père a réussi à me récupérer, on va arriver vers la fin mais je vais quand même introduire ça, il me récupère, évidemment il pensait récupérer un gamin parfait, stable, je sais pas quoi. Il m'a foutu dans le meilleur collège du Pic Saint-Loup, à Saint-Clément-de-Rivière. Bon, ça n'a pas tenu très longtemps avant que je me fasse virer, évidemment. Et comme je me suis fait virer du collège et que en fait, ben, j'étais un gamin perturbé, et ben en fait, quand je suis rentré du collège, j'avais mes sacs sur le trottoir. Il m'a dit, moi, de toute façon, ben maintenant, c'est plus mon problème. Ah, et j'ai dit, je fais quoi? En fait, il me dit, ah, mais c'est pas mon problème, tu te démerdes, t'as une sœur, t'as des grands-parents, tu te démerdes. Ok. Donc je me suis retrouvé à la rue, entre-temps il avait quand même pas oublié de faire les démarches pour plus avoir de pension alimentaire à payer, évidemment, hein. Voilà, c'était quand même un petit peu l'objectif, on va pas se mentir, j'en ai beaucoup voulu, bon, j'ai recollé les morceaux avec mes deux parents, parce que j'en ai beaucoup voulu à ma mère aussi par rapport à ce gars-là, et par rapport au fait que pendant que j'étais chez mon père, moi, je lui disais, je veux rentrer chez ma mère, je veux rentrer chez ma mère. Il m'a dit, mais ta mère ne veut pas de toi. Je dis, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il l'a appelé, il a mis le haut-parleur. Et elle a dit, écoute, Jean-Marie veut rentrer à la maison, il veut venir chez toi. Et ma mère, je l'ai entendu dire, ah ben, maintenant que tu l'as récupéré, bon débarras, tu te démerdes avec. Voilà. Donc, j'avais compris que ma mère ne me voulait pas, que mon père m'avait foutu dehors aussi, qu'entre-temps, bah, c'était une histoire de pension alimentaire et que ça lui faisait bien plaisir de ne pas avoir à la payer. Et moi, bah, avec mon baluchon, à me retrouver à devoir aller chez mes grands-parents. Et un peu chez ma sœur, et voilà, donc à chercher un chez moi. Voilà. Donc ça, c'était la première partie. Je vais arrêter là parce que je vais saouler beaucoup de monde. Après, ça sera un peu plus funky, hein, je vous rassure. Mais il fallait quand même planter le décor, je pense que c'est important pour que tout le monde puisse se dire, ouais, ok, donc le démarrage, c'est ça. Maintenant, on va voir la suite, et croyez-moi, la suite, elle sera pas triste. Allez, bon, il est temps quand même d'aller au boulot. J'espère que ça fera quand même un peu réfléchir certaines personnes, en tout cas que l'ensemble des vidéos fera réfléchir beaucoup de gens, et comprendre un petit peu le pourquoi de mon projet derrière. J'espère de tout cœur en tout cas. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. Ciao ciao!